Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma, Frédéric et moi. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors, Nous sommes à la portion congrue. oui, mais il ne Mais la restait bonne portion. Il ne restait que deux. Les plus anciens. Voilà. Alors, si vous voulez bien, juste avant de commencer par les cinémas, je voulais rendre hommage à un certain nombre de gens de la mode. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils restaurent des films. Et je trouve ça très bien. Ah oui. Ils investissent. Alors, je vous donne quelques Ils sont exemples. mécènes. Absolument. Belle de jour, avec Catherine Deneuve de Buñuel, a été restaurée par Saint-Laurent. Donc, c'est bien quand même que ces gens-là soient mécènes pour le cinéma. Violence et passion de Visconti par la société Fendi et l'année dernière Marion Bad de René par Chanel. Il y en aura d'autres, mais je tenais à le dire parce que je trouve que c'est très bien. Très bien. Le choix des films est un peu particulier quand même, mais bon. Passons au sujet vrai. suivant. C'est vrai. Alors, vous êtes allé voir Un homme et son roi. Un homme et son roi. Un peuple et son Un roi. peuple et Un son homme. Un peuple et son un roi. peuple, oui. Un peuple et son roi de Pierre Schoeller. Alors, d'abord le casting, Laurent Lafitte, Oui. qui joue le rôle du roi. Alors, je ne sais pas exactement comment était le roi, s'il était aussi impavide que l'est Laurent Lafitte. Oui. Il est bien, il était est secret, crédible, en tout cas. il est secret. Là, il est crédible, il est assez paisible. Et il est grand. Il est grand, il est imposant. Une D'ailleurs, belle on stature. entend dire, oh, il est grand, machin, le roi, quand il le voit. Il a une belle stature, il est grand. Il a un physique un petit peu mou, ce qui a l'air d'être un petit peu le physique qu'avait aussi Louis XVI. Vous avez aussi Louis Garrel et Gaspard Ulliel, qui est pas mal, mais enfin, c'est pas le principal. Alors, ce film-là est assez spécial parce que parler de la Révolution, un peuple et son roi, c'est pas tout à fait la Révolution, c'est un peuple et son roi, donc ça veut tout dire et ne rien dire. En même temps, c'est à partir de 1789 jusqu'à la mort du roi. Bon. Ce sont des tranches. Alors, vous avez 1789. Ensuite, vous avez 1791, 1792. Vous voyez, donc, ce sont des tranches qui sont faites comme ça. Alors, ça démarre par la prise de la Bastille. Alors, gros enthousiasme, etc. Il y a quand même quelqu'un qui dit, oui, la prise de la Bastille, il y avait 7 malheureuses personnes, 3 fous, machin, etc., pour montrer que Et c'est qui pas ne venaient pas du grand-chose. peuple. Qui ne venaient pas du peuple. On s'aperçoit effectivement que ce qui leur fait plaisir, c'est que quand on démolit la Bastille, ça leur permet d'avoir de la lumière, parce que la Bastille cachait des tas de rues, etc. Donc ce sont des petits détails, c'est amusant, c'est pas mal fait. Par contre, on dit que effectivement, le gouverneur, Monsieur Delaunay, a eu un couteau qui lui... Bon, enfin, on raconte pas la vraie histoire que Delaunay, il n'a pas tiré sur la foule parce qu'il a dit « je rends la forteresse à condition de moi et mes hommes avoir la vie sauve ». Il a été lynché et assassiné, il n'y a pas d'autre terme. Donc là, on passe effectivement sur les saloperies, disons-le, de la Révolution. C'est-à-dire que c'est une version embellie. Une version embellie. Bon, Voilà. on a quand même l'autre côté, c'est-à-dire qu'on voit... Alors ensuite, on a beaucoup de séquences à l'Assemblée nationale. À la Convention, l'Assemblée, etc. Et là, c'est intéressant parce qu'on entend Bardave, on entend Saint-Just, avec leurs outrances ou pas leurs outrances, selon ce que les gens peuvent penser, Robespierre. Alors, ça s'arrête avant, évidemment, on n'a pas les massacres de septembre, on ne les voit pas, tout ça. On a Marat. Alors, Marat qui est absolument fabuleux là-dedans. Petit, moche, etc. Pustuleux. Enfin, pustuleux. Très belle interprétation de Marat. Et puis ce sont des tranches comme ça, c'est bien fait, on s'y intéresse, on ne se dit pas qu'historiquement, il n'est pas bourré de manques, évidemment, parce qu'on ne peut pas traiter la Révolution comme ça.
On assiste à la mort du roi, on se rend compte que c'est la liesse à la mort du roi, mais on entend des gens qui disent « allez voir, vous allez le regretter de votre vie », etc. Donc il y a aussi un petit peu la contre-révolution, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est un film sympathique à voir, c'était difficile à faire, c'est bien réalisé, c'est bien filmé, c'est bien joué. Alors, moi, je ne suis pas encore allée le voir. Cette époque révolutionnaire me met toujours dans un vilain état. Donc, je n'ai pas encore eu le déclic pour y aller le voir. J'ai écouté Marion Sigaud qui en parle. Marion Sigaud ayant beaucoup travaillé sur cette époque révolutionnaire, souligne un certain nombre d'erreurs, de caricatures qui est fait pour souligner, comme toujours, la pauvreté du peuple et la richesse de ces aristocrates. Notamment, elle dit que les femmes qui sont montées à Versailles pour réclamer du pain n'étaient pas pieds nus. Les femmes, en 1789, avaient des chaussures. Elle est excédée par cette idée, ces appels à la liberté, la liberté, la liberté, alors qu'en réalité, la seule liberté que ces pauvres gens ont conquis, c'est la liberté de ne pas avoir de pain, puisque c'est la liberté des prix qui a été décidée, la fin des corporations et la fin des taxes sur le blé, le contingentement du prix du blé, puisque c'était un produit essentiel à la population. Donc la monarchie décidait qu'on ne pouvait pas jouer avec les prix des céréales. Or, cette interdiction est levée et le peuple de France va être affamé. Donc, Alors que vous avez raison, puisque dans le film, c'est vrai qu'on parle toujours des accapareurs. Oui. Alors, accapareurs, oui, parce qu'on faisait des réserves. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils faisaient de la spéculation sur... Oui, mais donc c'est toujours la même chose, cette aspiration, ce mantra « Vive la liberté, à nous la liberté », c'est quelque chose qui est faux et qui débouche sur des malheurs. Voilà une des parties des réflexions, mais vous pouvez aller, chers amis TV Liberté, sur son blog, Marion Sigaud, et vous aurez sa critique du film. Moi, j'ai vu Fortuna. Sur votre suggestion d'ailleurs, parce que vous nous en aviez parlé très bien. Et c'est un film magnifique, fait par un photographe, donc des photos absolument magiques. Toujours en noir et blanc, puisque nous sommes dans les Alpes suisses, nous sommes au Simplon, dans l'hospice de Simplon, et dans cette congrégation du Grand Saint-Bernard. Et nous n'y sommes que l'hiver. Le printemps n'arrive jamais, ce qui est très symbolique. Et c'est l'histoire d'une petite Éthiopienne de 14 ans qui est partie avec ses parents sur la mer déchaînée et qui en garde des traumatismes nocturnes quotidiens, réguliers. Elle a perdu visiblement ses parents dans le trajet. Et à qui il va arriver, elle va rencontrer, dans son malheur, elle rencontre un musulman africain qui va l'enceinter. Et donc, elle se retrouve à 14 ans avec ce bébé à venir et elle est perdue. Et cette congrégation va réagir de façon étonnante. Alors, si, il faut quand même le dire, puisque c'est le père abbé va lutter contre le chargé des affaires sociales qui dit il faut qu'elle avorte parce que de toute façon elle sera séparée de son enfant. La DAS va la séparer de ses enfants. Et là, il y a une très belle réflexion philosophique du père abbé, philosophique et bien sûr religieuse. Le mal, n'est-ce pas, quand on veut imposer un bien? Donc, ça va très loin. Ça va très très loin et on ne peut pas s'empêcher de se scandaliser de ces mouvements, de ces financiers qui organisent la déportation, parce qu'il faudrait quand même dire que c'est ça, c'est une déportation. J'ai pas entendu, jamais personne n'a employé ce mot, mais c'est une déportation. On prend ces Africains, les emmener sur la mer déchaînée
et après les faire passer par cette montagne glacée, tout cela est criminel. Et le film le dit très très bien, de façon extrêmement discrète, nuancée. Et puis encore une fois, les images sont superbes, l'esthétique est très très belle. Et ça compte beaucoup l'esthétique au cinéma, parce que c'est l'image d'abord. C'est vrai qu'il faut un scénario et des bons dialogues, mais c'est l'image qui prime. Donc Fortuna. Oui, c'est un beau film. Les Frères Sisters. Non, je voulais d'abord juste parler d'I Feel Good, puisqu'il vient de sortir. J'en avais déjà parlé, de Delépine et Kerven, avec Yolande Moreau et Jean Dujardin. Je rappelle rapidement l'histoire. On voit on voit Dujardin qui est un cadre fauché, qui dans la panade. Il est dans la panade, il est complètement fauché. Il retrouve sa sœur. Et il retrouve sa sœur, mais avant, on le voit marcher en peignoir sur l'autoroute parce qu'il a quitté un hôtel sans payer. C'est l'horrible personnage. Il retrouve sa sœur Yolande Moreau, qui est dans qui gère les chiffonniers d'Emmaüs de Pau. Ils sont allés tourner là-bas. Et donc, qui, elle, est très gauche, baba cool. Si j'avais de l'argent, je le donnerais. Mais humanitariste, très gentil avec les autres, etc. Personnage fort sympathique, très bien joué par lui. Très, très bien joué. Et donc, lui, il est là... Il veut s'incruster. Elle lui dit non, si tu restes là, il faut travailler. Alors il travaille un petit peu à droite et à gauche, c'est un gros feignant. Il ne rêve que d'une chose. Et il lit les bouquins de capitalistes, etc. Comment gagner de l'argent d'un coup, beaucoup d'argent, etc. Donc, et c'est drôle. C'est drôle. Il y a vraiment des moments où vous riez. En même temps, c'est une satire de la société. Alors, une satire du capitalisme, une satire aussi de l'autre côté de cette revendication des pauvres contre les riches, où tous les patrons sont des salauds, etc. Donc, ils sont un peu renvoyés dos à dos. C'est pas politique comme film, mais c'est intelligent et on rit. Et c'est remarquablement joué. Ils sont tous les deux remarquables dans leur rôle. C'est intéressant. Alors, il y a un petit peu, effectivement, misérabilisme. Ils sont bien, tous les chiffonniers d'Emmaüs sont des gens bien par définition. Les pauvres sont des gens bien. Bon. Mais ça n'est pas choquant dans le film. Il y a le même nombre de salauds dans les deux camps. Partout, exactement. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Alors, autre chose que j'avais vu, un peu plus en roi, on en a parlé. Alors, ça, c'est quelque chose que vous n'irez pas voir parce que c'est un drame et dans l'épouvante. Alors ça, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça. Ça s'appelle The Little Stranger de Lenny Abraham. C'est l'histoire d'un médecin de campagne d'origine très modeste qui, quand il était gosse, avait été invité une fois dans une superbe demeure du 18e auprès de la Gentry. Et qui se retrouve à intervenir après en tant que médecin, parce qu'il a fait des études de médecine, il arrive en tant que médecin et il soigne une des servantes qu'il a, la servante qu'il a, parce qu'il n'y en a qu'une. Et il se lie d'amitié avec la fille de la maison, qui est une vieille fille, dont il semblerait qu'il tombe amoureux après. En tout cas, il la demande en mariage, c'est un échec après. Mais enfin... Il y a le frère aussi qui est là, qui est un grand brûlé, un pilote de la RAF de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un grand brûlé, qui est un petit peu spécial, même un peu névrosé. Et la mère de ces deux-là, qui est interprétée magnifiquement par Charlotte Rampling, qui, autant elle a joué dans les films sulfureux quand elle était jeune, là maintenant commence à avoir un certain nombre de rôles à l'écran. Il ne faut pas trop, évidemment, faire des gros plans sur elle, il en faut un, etc., parce qu'elle a quand même beaucoup vieilli. Mais j'aime beaucoup Charlotte Rampling parce qu'elle joue bien. Elle est sobre, elle est juste. Et voilà, et donc c'est toute cette histoire qui se passe entre... Alors, est-ce qu'on vend la propriété? On ne la vend pas, des histoires avec le frère, donc des histoires familiales, et en même temps, des choses étranges qui se passent, des brûlures sur les toiles, etc. Mais ce n'est pas véritablement de l'épouvante tel qu'on peut le voir dans tous les films d'épouvante. C'est discret, c'est intéressant, et alors c'est tourné d'une façon magnifique. Je ne vous dis pas, on a des plans, on dirait des photos de David Hamilton. C'est la campagne anglaise, c'est l'intérieur anglais. C'est absolument somptueux comme photo. Très bien. Donc je trouve que c'est un film intéressant à aller voir. Très bien. Alors quoi d'autre? Les frères Sisters. Alors Jacques Audiard, bon, je ne suis pas un grand fan de Jacques Audiard, même si j'aimais un certain nombre de ses films. C'est un western. Ça, c'est un western, oui. Alors, Jacques Audiard, il est aimé par le cinéma français parce que quand on voit quand même que, là, je vous donne son premier film, 3 Césars, son deuxième film, prix du scénario à Cannes, ses films suivants, 3 Césars, 8 Césars, prix du jury avec 9 Césars, 4 Césars et la Palme d'Or avec son dernier Dipan que je n'avais pas vu. Donc, il est ultra récompensé en France, que des Césars. Alors, je sais qu'il est de gauche.
Ça aide. Ça doit aider, surtout que le milieu du cinéma n'aimait pas trop son père, Michel Audiard, grand dialoguiste, qui lui était très à droite. Alors c'est peut-être un peu une vengeance. En tout cas, c'est vrai qu'il est original. Il a son acteur fétiche, pas ici, Romain Duris, qui est bon, mais qui n'est pas très convaincant toujours. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'à part dans le cinéma français. Alors, il a voulu s'attaquer au western. Bon. Le western s'appelle donc les Frères Sisters. Alors, ce n'est pas la théorie du genre, hein, les Frères Sisters, non, pas du tout. C'est le genre western. Avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. Donc, ce sont deux bons acteurs. Malheureusement, je trouve que comme ils sont souvent dans la pénombre, mal rasés, on a du mal à les reconnaître. Mais enfin, ils jouent sobrement, ils jouent bien. C'est l'histoire de deux frères qui sont des tueurs à gages. Sans aucune pitié, qui sont investis par le Commodore, un gros salopard, qui leur demande d'aller faire la peau de quelqu'un et de lui piquer sa formule chimique qui permet de mettre en valeur, de faire scintiller l'or dans les rivières, etc. etc. C'est un vieux sujet. Vieux sujet, et en même temps, ils sont accompagnés d'un détective. Voilà, donc ils recherchent cette personne-là. Alors, western, moi je veux bien, je n'ai pas retrouvé vraiment les codes du western. On a peu de chevauchés, les grands espaces ne sont pas maîtrisés pour une raison bien simple, c'est qu'il n'a pas voulu tourner aux États-Unis, où vous avez les grands espaces, Texas, Nevada, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il sait que c'est très difficile de tourner, parce que les syndicats sont surpuissants, ils n'avaient peut-être pas envie d'être bridés par les syndicats qui vous disent qu'il faut 2 techniciens là, 3 éclairagistes, un noir, une femme, 2 Chinois, 3 hommes verts, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas. Alors il a tourné en Roumanie et en Espagne. Et les paysages ne sont pas quand même tout à fait à la hauteur. On voit des paysages avec des petits buissons, etc. Ça sent pas le grand western. D'autre part, c'est pas du tout... c'est sur 2 personnes. Alors, on les voit, ce sont les 2 frères. Il y en a un qui est plus tendre que l'autre, etc. Il a un petit peu féminisé le western. C'est pas le western très viril à la John Ford, à la Clint Eastwood, à la Anthony Mann, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas les vrais codes du western. Il y a une morale? Non, si ce n'est que l'amour, l'amitié, la fidélité, c'est très bien, etc. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais enfin, pour moi, c'est pas Jacques Audiard n'est pas fait pour faire des westerns. Alors, je ne veux pas dire que c'est un mauvais film. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je me suis ennuyé. Bon. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire pour un film. Absolument. Fin de la chronique. Une année dans une vie. Une année dans une vie de Bergman. Alors, j'avais déjà parlé du film qui avait été fait par Margaret von Trotta. Oui. Celui-là est plus intéressant. C'est un film où on parle spécialement de l'année 1957 parce que c'est l'année la plus prolifique de Bergman, d'Igmar, qui faisait 3 pièces de théâtre, 2 films en même temps. C'était d'une production absolument incroyable. Alors vous avez une trentaine de personnes, des actrices, ses ex-épouses, des actrices, des metteurs en scène qui parlent de lui, etc. Et on le voit tourner. Et c'est surtout le personnage aussi. En dehors du fait qu'on voit des extraits de ces grands films comme Les Fraises Sauvages, comme le 7e Saut, là on ne le voit pas là-dedans, mais Fanny et Alexandre, Persona, qui sont tous ces grands films. C'est quand même un des plus grands metteurs en scène mondiaux. C'est quand même le seul qui a eu la palme des palmes à Cannes. Oui. Seule chose. Et donc c'est un film qui est remarquablement intéressant. Il faut aimer, évidemment, Bergman. Et alors on s'aperçoit aussi que c'était un homme très spécial. Alors, dès qu'il avait une maîtresse, il l'épousait. Il a eu 5 épouses. Il était totalement, en début de carrière, obsédé par le sexe, un peu. C'est quelqu'un qui était un solitaire, qui a terminé solitaire dans son île là-bas, dans le nord de la Suède, qui était un solitaire, qui était un bourreau de travail, qui était un caractère épouvantable, qui le dit d'ailleurs dans le film, je ne suis pas occupé de mes enfants, je ne suis pas occupé de ma famille, il n'y a qu'une chose qui m'intéressait, c'est le théâtre, le cinéma, le théâtre, le cinéma. Et donc c'est un grand créateur. Je pense que pour ceux qui aiment Bergman, c'est intéressant important, parce qu'on apprend des tas de choses et c'est intéressant et c'est bien fait. Bien, eh bien, petit résumé, nous vous invitons à voir Fortuna, Un peuple et son roi, I Feel Good. Nous avons évoqué The Little Stranger. Little Stranger, moi je trouve qu'on peut aller le voir, c'est bien fait. Et les Frères Sisters. Alors les Frères Sisters, moi je me suis ennuyé, mais je dis aux gens allez le voir et ayez votre jugement, parce que peut-être que je suis passé à côté, mais moi un grand admirateur des westerns, de Ford, Eastwood, tout ça, je n'ai pas accroché. Je n'ai pas Merci beaucoup Frédéric. Moi pas aimé. Merci Frédéric. Merci. À la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté.
Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique livre, nous avons invité un critique littéraire et un sacré critique. Bonjour Juan Asensio. Bonjour. Vous avez créé un blog qui s'appelle Stalker, qui est le titre d'un livre de Tarkovsky, d'un film de Tarkovsky. Mais c'était un livre aussi. Et c'était un livre au départ. Et vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre. Et c'est un blog que je connais depuis très peu, je dois dire. Mais bon, moi, je ne suis pas de la génération qui fouille sur Internet. Je suis du 19e siècle. Mais grâce à des amis, et je dois dire grâce à un autre très grand critique littéraire qui s'appelle Robert Brasiliac, je vous ai rencontré puisqu'on m'a envoyé votre article sur le journal d'un homme occupé, ou Notre avant-guerre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce gars dit n'avoir lu que Notre avant-guerre, et il a tout compris en un seul livre de Brasiliac. Il faut que je le rencontre. Donc nous nous sommes rencontrés et je suis allée sur votre blog et bien m'en a prise parce que je suis extrêmement heureuse de vous lire et vous serez aussi, chers téléspectateurs, heureux de lire Juan parce que sa plume est extrêmement rieuse, vive et insolente et par les temps qui courent, cela fait du bien. Alors, pourquoi est-ce que vous avez appelé, Juan, ce blog Stalker? C'était une espèce d'évidence. J'étais dans une salle des marchés. C'était l'époque où Maurice J. Dantec se faisait insulter à longueur de journée par des journalistes. Oui. C'était l'affaire des identitaires. Oui, il avait salué des identitaires. Il avait discuté, il avait eu un échange de courriel avec des identitaires, oui, en exposant, c'était pas bien du tout, en exposant un certain nombre de ses positions en disant « je suis d'accord avec ceci, je ne suis absolument pas d'accord avec cela ». Et mystérieusement, ces courriels censés être privés s'étaient retrouvés sur la place publique. Immédiate charge de la presse bien pensante, ce qui est un pléonasme, Technicart, Chronicart, etc., le salaud, l'ordure, bon bref. Et avec des amis, je traînais alors avec Bruno Doniel-Laurent de la revue Cancer. On se disait, il faut défendre Dantec, qui est traîné dans l'ordure, qui reçoit des tombereaux de bouse à longueur de journée. Et il faut trouver un système pour le défendre. Alors on avait fait un numéro spécial de la revue Cancer sur Dantec, mais il fallait quelque chose de plus rapide et surtout de plus puissant. Et on vous a dit... Et un informaticien de la salle des marchés me dit « mais pourquoi tu ne crées pas un blog? Ça va te prendre 30 secondes. Oui. » Ça m'a pris 30 secondes. Il m'a dit « la seule difficulté, c'est de trouver un titre, parce qu'une fois que tu l'auras créé, tu ne pourras plus le changer, sauf à le supprimer. » Et là, Stalker, pour lequel je voue une vénération, qui est donc un film, comme vous l'avez dit, de Tarkovsky, et qui est un film adapté d'un livre des frères Strugatsky, Pique-nique au bord du chemin. Je voue un film je voue un culte à ce film, et ce nom s'est imposé immédiatement avec ce personnage du Stalker. C'est un guide ? Qui est un guide désespéré et qui est censé conduire dans la zone. Qui est totalement fermé au public, qui est censé conduire dans la zone les personnes qui en font le choix et surtout qui La zone étant un lieu totalement désertique, interdit dans lequel après une explosion littéraire. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est une zone d'une espèce de non-droit, mais de non-droit physique. Oui. Puisque la rationalité n'y est pas la même, la physique n'y est pas la même, et ce Stalker connaît tous les pièges de la zone, puisque cette zone est réputée extrêmement dangereuse, et beaucoup de précédents Stalkers d'ailleurs ont pu mourir, c'est ce que l'on sait dans le livre. Et en fait, il conduit ceux qui en font le choix, ceux qui osent le faire, devant la chambre des miracles, dans laquelle lui ne veut absolument pas rentrer. La chambre des secrets. La chambre des secrets, la chambre des miracles, dans laquelle lui ne veut absolument pas rentrer, et il raconte cette espèce d'odyssée d'une quête qui est évidemment existentielle dans la zone. Et il m'a semblé que cette espèce de métaphore convenait parfaitement à ce que je voulais créer, c'est-à-dire une zone d'espace, une zone de silence et de résonance des auteurs entre les uns et les autres, dans lesquels on s'aventure à ses risques et périls. Parce que la Chambre des désirs exauce les vœux de ceux qui s'y rendent. Tout à fait. Ça, c'est magique, ouais, l'histoire. Ouais. Alors, vous avez réalisé votre rêve, c'est
c'est en quelque sorte de nous inviter. Vous êtes un guide sur l'édition d'aujourd'hui et sur l'édition d'hier, parce que vous êtes extrêmement sévère sur l'actualité. Je vous donne tout de suite un exemple de la prose de Juan. Lisez de grands livres, pas les rinsures de la rentrée dite littéraire, tous ces moignons de livres totalement interchangeables entre eux. Rinsure est un terme de Rimbaud. Il l'utilisait lorsqu'il avait totalement dédaigné la littérature et qu'il était au fin fond du Harare en train de faire des affaires. Et il disait « Je ne reviens plus sur ces rinsures, sur ces... » Voilà, c'était vraiment le comble de la déchéance ontologique pour lui. Alors, ça fait 14 ans que vous avez créé ce site. Mars 2004. Nous en sommes à 2000 notes, des dizaines d'auteurs, des centaines de livres. C'est quand même un travail de bénédictin que vous faites. C'est un apostolat. D'autant plus que vous ne faites pas de notules, vous faites des notes extrêmement... Des études extrêmement... qui relèvent des articles de la revue du Monde avant-guerre. Oui, voilà, vous faites bien de le préciser, parce que maintenant ça n'existe. Ce genre de textes, vous ne les trouvez plus que dans quelques revues confidentielles universitaires, et encore. Alors, pour continuer votre portrait, vous avez fait des études littéraires, vous avez commencé une thèse sur Bernanos, et vous vous apercevez que le sujet qu'on vous a donné, Bernanos et le mal... C'était en fait... Je voulais prendre la suite d'un travail très célèbre de Max Milner, très célèbre chez les universitaires, oui. Le diable dans la littérature française, oui. De Cazotte à Baudelaire. Et, tout à fait immodestement, je pensais que je pouvais écrire quelque chose sur le diable dans la littérature française à partir de Baudelaire, en évoquant des auteurs comme Barbet, Hello, Blois, Péguy, Bernanos bien sûr, etc. J'avais beaucoup de mal à trouver un directeur de thèse. Bulgakov ? Non, parce français. Moi, c'était... Mais avec, de toute manière, j'ai toujours eu pour habitude d'ouvrir... c'est celui qui parle le mieux du diable. L'un de ceux qui parlent le mieux du diable, Maître et Marguerite, c'est extraordinaire. Mais de toute manière, j'aurais fait des ouvertures vers d'autres auteurs, puisque un grand écrivain est d'abord quelqu'un qui lit, et qui lit beaucoup. Bon. Et je mets déjà un temps fou à trouver un directeur de thèse, Max Milner ne pouvant plus me prendre puisqu'il était déjà à la retraite. Et finalement, je tombe sur une directrice de thèse très célèbre dans les milieux universitaires et surtout bernanosien, Monique Gosselin, qui me dit je prends votre sujet, mais ce ne sera pas sous cet intitulé. Ah, bon, ce sera la figuration du mal chez Mauriac, Julien Green et Bernanos. Je dis écoutez, je suis très embêté, Green, je le connais mal, Mauriac, pas grand intérêt pour Mauriac, je préférais non, ce sera ça ou rien. Alors moi j'étais un petit provincial, j'avais pris mon TGV spécialement pour venir à Paris, je suis rentré spécialement... Très autoritaire quand même. Voilà. Je commence mes travaux, mes recherches à reculons, il faut bien le dire, et là je tombe sur le fichier d'une bibliothèque lyonnaise, et le sujet avait été traité mot pour mot, en 2 volumes de 1000 pages chacun. Incroyable. Alors d'une certaine manière, j'étais absolument rassuré. Oui, je passe un coup de fil à Monique. Je passe un coup de fil à Monique Gosselin qui me dit « Qu'à cela ne tienne, cher monsieur, vous n'aurez qu'à dire le contraire. » Écoutez, dire le contraire de 2000 pages, je ne pense pas que... Bon. Et voilà, j'ai été totalement dégoûté. Fin de la thèse. Fin de la thèse. Et fin des espoirs universitaires. Fin des espoirs universitaires, et ça se poursuit même jusqu'à maintenant, puisque... dans l'édition en 2 volumes, dont un de glose totalement inintéressante la plupart du temps, qui vient de sortir dans l'édition de la Pléiade, sur Bernanos, mon nom a été évoqué à un moment pour être dans le raout, dans le cénacle de tous ces mandarins, et il a été immédiatement écarté. Rayé. Devinez par qui, en disant « s'il est là, moi je n'y serai plus ». Donc là, voilà, vous voyez que... C'est la guerre partout. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration qui deux hommes, deux escrimeurs, qui débattent avec leurs plumes, et c'est un dessin de Char, la grande Char, dont je signale qu'elle publie actuellement aux éditions Via Romana un très joli petit livre sur un petit ours vert se promène dans la ville. Et c'est un très très joli tout petit livre à lire pour les grands et avec ses enfants. Cette dessinatrice est optimiste, car aujourd'hui, il faudrait cacher
l'un des deux breteurs, puisqu'il n'y a plus personne. C'était une grande époque de la polémistique française où les auteurs avaient d'abord souvent l'expérience de la violence, du combat et des duels. Maintenant, voilà, vous êtes face au vide. Voilà, voilà, on voit il est face à quelqu'un, on ne sait pas à qui, mais vous n'avez plus d'adversaire. Oui, puisque l'adversaire était éliminé. On ne reçoit pas ses arguments puisque c'est le mal. Donc, mais il y avait aussi une forme de respect dans le fait d'aller au contact de l'autre, en disant « tu as dit que j'écrivais comme un cochon ». Eh bien, tu as raison de le dire, mais moi maintenant je vais t'administrer une leçon, le genre de leçon que l'on administre à un cochon. Maintenant, vous pouvez dire toute la sainte journée du telle ou telle personne, Yannick Enel, tu écris comme un cochon. Rien ne se passe. Il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Il vous traînera en justice, il peut traîner en justice. Non, même pas, parce que ça lui donnera... Ça donnerait une existence. Ça donnerait une existence. C'est ça. On est aujourd'hui dans le monde de l'élimination. On élimine les silencieuse, gens. La colonne de silence dont parlait Léon Bloy. Voilà. La colonne de silence... Léon Bloy, qui est l'un de vos maîtres aussi, bien sûr. et l'une de vos admirations. Comme moi, parce que Léon Bloy, on ne s'en remet pas quand on lit du Léon Bloy. Je suis tombé dans Léon Bloy totalement par hasard, dans une FNAC, dans les rayons d'une FNAC lyonnaise à Place Bellecour, alors que j'avais passé 11 années chez les Pères Maristes à l'externat Sainte-Marie. Pas une seule fois, le nom de Léon Bloy n'a été prononcé. Et j'ai découvert celui de Bernanos à l'occasion de la sortie de l'adaptation de Sous le soleil de Satan par Piala, donc en 88 ou 89, 87 ou 88. Alors, vous définissez votre site comme le site de dissection du cadavre de la littérature. Donc, la littérature aujourd'hui va mal, elle est déjà morte? Je ne pense pas qu'elle soit morte, encore que si je suivais ma pente qui est plutôt naturellement pessimiste, je dirais qu'effectivement elle est morte, d'où ce sous-titre. On ne dissèque d'abord parce que l'on ne dissèque en théorie qu'un cadavre, mais quand bien même il y a une forme de paradoxe, parce que ce cadavre que je dissèque, lorsqu'il s'agit de Bernanos, de Bloy, mais de tant d'autres, Faulkner, Conrad, Melville, qui vous voulez, Stevenson, je parle d'écrivains, Lowry, etc., ce cadavre est plus vivant, paradoxalement, que ce que l'on nous fait passer aujourd'hui pour de la littérature. Oui, alors là, vous avez des expressions absolument effrayantes que je citerai tout à l'heure. Mais vous définissons d'abord le rôle du critique. Vous écrivez, pour faire office de critique, faire office de critique, c'est avoir le regard puissant sur son époque, mais aussi sur les trésors passés. Bien sûr. C'était Sainte-Beuve qui disait que le critique avait un office, remplir l'office de la vigie. Il doit mettre sa main en visière et regarder au loin. Mais vous ne pouvez regarder au loin que si vous êtes parfaitement conscient, du moins le plus conscient possible, de tout ce qui vous a précédé. Je ne fixe pas une montagne sans soleil derrière moi. Sinon, je ne verrai strictement rien, ou alors j'aurai la vision d'une vache face à des trains qui passent. Il faut avoir un passé. Parce que la littérature est d'abord, et énormément de choses bien sûr, mais est d'abord un dialogue systématique, permanent, avec les auteurs qui ont écrit avant nous. Vous citez très joliment Abel Bonnard. Nous sommes tous éclairés par le reflet frissonnant de nos amis morts, jusqu'au moment où nous allons rejoindre leur doux cortège dans la pensée des survivants qui eurent pour nous de l'affection. C'est très très joli, ça, c'est une idée... le cortège de nos amis morts. Tous les écrivains du passé sont nos amis. Et vous venez la majorité des grands écrivains sont morts, bien sûr, mais il y a le cas de ceux qui sont morts 2 fois, c'est-à-dire qui sont totalement oubliés, et vous venez d'en citer un, Abel Bonnard, qui lit aujourd'hui Les Modérés, Océan et Brésil, alors que... De l'amitié. Oui, mais il y a une langue qui est extraordinaire. Superbe. Extraordinaire. Alors, il faut dire qu'on lit, enfin, on évite de lire, parce que ni vous ni moi ne lisons beaucoup de choses contemporaines. Ah si, j'en lis énormément. Ah oui, mais vous êtes vertueux et vous êtes en mission, oui. Mais moi, je suis beaucoup plus...
Donc, moi, je ne cherche que la très belle écriture. Donc, si vous voulez, ça me fait moins de travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup moins de très belle écriture. Il y a beaucoup moins de choses intéressantes. Il y en a. Bien sûr. Mais, alors, j'aime bien quand vous traitez les écrivains de cacographes. Auteur qui écrit mal les mots d'une langue. Oui, ça, c'est cacographe. J'ai puisé l'essentiel de mon vocabulaire. Je n'ai rien inventé, ou très peu, hein, chez Georges Darien et Léon Blois. Alors, Georges Darien, vous me faites découvrir Georges Darien. Je vais me précipiter sur Georges Darien. Qui est Georges Darien? C'est une espèce de Léon Blois. L'un et l'autre. Alors, Léon Blois a toujours eu des relations pour le moins conflictuelles avec tout le monde. Voilà, abrégeons en disant avec tout le monde. Il y a eu une espèce de respect réciproque de Darien vers Léon Blois, probablement parce que l'un et l'autre avaient un fond anarchiste. Enfin, Léon Blois a eu un fond anarchiste avant de tomber en sidération devant Barbet dans la rue et lui dire « Que puis-je faire pour vous ?» Et Darien, lui, a conservé cet anarchisme, mais qui est à un degré absolument incroyable, inédit à mon sens dans la littérature française. C'est-à-dire que c'est vraiment ni Dieu ni maître, mais ce n'est pas ni Dieu ni maître comme un petit crétin bourgeois qui va vouloir aller casser du flic dans la rue, un antifa pour ne pas le nommer, ou qui va aller s'habiller chez Fred Perry en pensant faire un acte de résistance et hâter les lendemains qui chantent. Non, c'est vraiment un véritable anarchiste, c'est-à-dire il a payé d'abord au bagne, il a payé dans sa vie, et il y a cette forme de respect du pauvre envers le pauvre, du mendiant ingrat envers une espèce, non pas de mendiant ingrat, parce que lui pour le coup ne mendiait rien du tout, Darien, mais il y a cette forme de respect de deux pauvres, et qui ont tous deux une plume extraordinaire. Il faut lire La Belle France, qui est un texte, mais ravageur. C'est-à-dire que si ce texte paraissait aujourd'hui, d'abord, il y aurait un silence sépulcral autour, et quand bien même il n'y aurait pas un silence sépulcral, vous auriez immédiatement toutes les ligues de vertu, et je dis bien toutes, celles qui défendent les Noirs, celles qui défendent les jaunes, celles qui défendent les verts, celles qui défendent les femmes, celles qui défendent les homosexuels, celles qui défendent les lesbiennes, etc., les chiens, les chats, les mangeurs de viande. Vous auriez tout le monde qui se précipiterait en criant à l'assassin, au fasciste, au diable en personne, qui est Georges Darien. Et lui disait, non, moi, ma liberté, j'exerce ma liberté, comme il l'a écrit aussi dans Les Pharisiens, ce sont tous les autres, lui est l'homme libre. Oui. Et il avait raison pour une fois, ce n'est pas simplement un jeu ou une posture, il avait raison. C'est un très très grand écrivain. C'est-à-dire que le courage intellectuel n'est pas réservé aux critiques, il faut vraiment, qu'on soit critique ou qu'on soit écrivain, si on n'a pas de courage intellectuel, il faut mieux changer de métier. Il me semble qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est du courage, il y a une part des deux. C'est du courage, la volonté d'aller au contact de l'autre. J'ai toujours eu ce tempérament-là, c'est-à-dire, si on ne me demande rien, c'est moi qui vais dire « Es-tu sûr que… » Bon, bref, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut une forme de courage, mais si peu, parce que je n'ai aucun courage particulier. Celles et ceux qui ont du courage, ce sont les femmes et les hommes qui risquent leur vie. Moi, je ne risque rien du tout. Dans le pire des cas, me faire casser la figure ou me prendre un procès. Mais ça n'existe plus, un vrai danger physique pour quelqu'un qui écrit. Et les gens qui vous disent le contraire, ce sont des amuseurs. Mais il faut quand même cette forme élémentaire de courage, ne serait-ce qu'intellectuel, pour dire que tel livre que l'on nous fait passer pour un chef-d'œuvre est en fait, comme le disait Rimbaud, une rinsure. Et on pourrait être encore plus précis en disant que c'est une imposture et que cela ne vaut strictement rien. Strictement rien. Vous écrivez à propos de notre époque, nous cherchons des chefs, nous trouvons des petits gommeux flanqués de leurs momies pré-Inca, nous cherchons des aventuriers et nous trouvons des barbouzes. Oui. Voilà. Je devais faire référence à l'affaire Benalla. Si nous avions un écrivain digne de Georges Bernanos maintenant, il arriverait à écrire une espèce de grande peur des bien-pensants uniquement en regardant les auditions. Vous parlez de Huguenin, oui. Et Jean Edernalier, vous l'aimiez? Jean Edernalier était complètement fou, mais avait un côté… et avait une belle plume. Avait une belle plume, oui. Oui, enfin bon… Pas tant que ça, comparé à celle d'Huguenin, à mon avis, c'était surtout un amuseur, c'était surtout quelqu'un, un finot, à la limite parfois de l'aigrefin, mais il était extraordinaire dans sa présence réelle sur un plateau. Quand il prenait un livre, il regardait ça d'un air totalement dédaigneux et puis il le jetait. Qui oserait imaginer comment il s'appelle
François Bunel ou je ne sais plus quoi, ce genre de rien. N'en dites pas plus. Je n'en dis pas plus. Qui ferait collègue. Un collègue. Ce n'est pas un des miens. Qui ferait ce genre de choses avec un livre. Il serait immédiatement conduit aux urgences. Notre journaliste vedette a fait cela. Élise, elle a reçu, je sais pas, un papier comminatoire de je ne sais quel organisme de censure pour dire ce qu'il fallait faire et elle l'a balancé dans un geste resté célèbre derrière elle. En littérature, comme dans tant d'autres domaines, les hommes nous manquent alors que les journalistes et les professeurs, eux, pullulent comme des mouches sur un cadavre. Il est vrai qu'ils ont de quoi se nourrir, vu que la France se décompose à vive allure. Ça, c'est la partie pessimiste. Mais il y a une partie laudative, il y a une partie joyeuse dans votre œuvre de critique, Juan Asensio, c'est la célébration des trouvailles que vous faites. Et alors là, vous êtes dans un bonheur merveilleux. Il n'y a pas de plus grande joie pour un critique que l'apparition d'un nouvel écrivain. Évidemment. Et vous êtes absolument heureux. Ma dernière grande joie de ce côté-là a été la découverte de Marien de Falvar, qui avait écrit Du temps qu'on existait, qui est un gamin, enfin, je dis toujours que c'est un gamin. C'était un gamin puisqu'il avait écrit ce livre à 16 ans, il était en Hippocagne. Ah, oui. Oui, et puis il l'avait fait paraître à 17 ou 18 ans. Il y a une intelligence totale de la littérature. Et puis, il y a eu d'autres découvertes de personnes, Guy Dupré, hélas, qui nous a quittés en janvier, Christian Guillet, qui est probablement l'un des derniers grands prosateurs de langue française et qui n'est absolument pas connu, et c'est un scandale. Christian Guillet. Mais il y en a d'autres, il y a Pierre Marie, Serge Rivron, il y a tout un tas de... Et c'est là où je vous ai retrouvé aussi, puisque les amis de nos amis sont nos amis, le grand Leonello Castellani oui. Et son préfacier, Éric Audouard, oui. qui ont tous les deux une plume époustouflante. Oui. Castellani, moi je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, donc je remercie. Moi non plus. J'ai écrit une critique assez... Éric Audouard, vous avez écrit un très beau texte. Oui, assez laudative, mais qu'il le méritait, parce que voilà quelqu'un, Éric Audouard, qui a fait un vrai travail de découvreur, un vrai travail de critique, ce que ne font plus les critiques professionnelles. Non. Plus du tout, puisque les critiques professionnelles ne font que s'entregloser les uns les autres. Non, mais ça demande du temps, cher ami, de faire ce que vous faites. Mais qu'ils le prennent. Non, mais attends, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres chiens à fouetter. Moi, le temps est extensible. Vous pouvez avoir tout le temps que vous voulez si vous avez quelque chose à dire. Enfin, vous devez travailler la nuit, pas eux. Je peux vous le dire. Enfin, je ne les connais pas bien, mais enfin, j'ai connu quelques grands critiques. J'ai connu un très très grand critique qui s'appelait Pierre Cipriot, qui lui abattait un travail d'enfer. Oui. Et non seulement ça, mais à côté de ses critiques, il animait des émissions et il écrivait ses propres livres. Oui, mais on a parlé d'apostolat, c'est un véritable apostolat, c'est-à-dire que c'est d'abord une exigence. C'est un véritable apostolat. Mais Castellani, pour revenir 2 secondes à Castellani, il est très intéressant, donc il faut saluer et encourager Éric Audouard ou d'autres à faire ce genre de travail qui est un vrai travail de découverte critique, donc de découverte tout court. Oui. Et Castellani est un homme, pour attacher quelques wagons, effectivement, qui, comme vous le disiez, a une forme de courage, puisqu'il a lutté contre sa propre hiérarchie jésuite, qu'il a brisée en tant qu'homme. Qui a voulu le briser, oui. Qui a tout fait pour le briser. Oui. Et il y a une véritable force intellectuelle et une truculence, et il appelle un chat, qui, à son époque, puisqu'il est argentin, osait dire que Borges donc, était un écrivain certes doué, mais qui ne faisait que de la verroterie, alors que Borges est considéré comme le pape, voire comme le messie de la littérature mondiale. Et il a de très belles pages aussi sur Léon Bloy. Ces grands auteurs se reconnaissent entre eux. Oui. Bernanos a reconnu Léon Bloy. Oui. Il a écrit un texte admirable dans l'amitié de Léon Bloy. Castellani a reconnu Bloy, a reconnu Bernanos. José Bergamin, qui est un Espagnol extraordinairement complexe, etc., a reconnu Bloy, a reconnu en tant que frère d'armes et en tant que talent. Il y a un tel bonheur quand on rencontre une très belle écriture. Et vous citez, je crois que c'est Daudet. Il n'y a pas de plus grande joie pour un... Léon. Le père est moins intéressant. Léon. Il n'est pas de plus grande joie pour un critique que l'apparition d'un nouvel écrivain digne de ce nom,
D'abord, parce que c'est un bouquet sur l'autel de la patrie. Ensuite, parce que le don suscite immanquablement des émules. La véritable richesse, c'est l'esprit, et l'esprit à tous ses niveaux. Le franc peut baisser. Si l'esprit monte, c'est le signe que tout se relèvera, se restaurera. C'est admirable. C'est Léon Daudet qui avait lancé... Mais c'est l'impression qu'on a quand on lit votre blog. C'est Léon Daudet qui avait lancé Bernanos en écrivant un article dithyrambique en 1926 sur le premier roman, Sous le soleil de Satan. Et voilà, il avait fait un véritable travail de défricheur de l'office de vigie dont parlait Sainte-Beuve en disant « Nous tenons là, je ne sais pas ce qui va devenir, mais Bernanos, assurément... » C'est quelqu'un. C'était extraordinaire. Non, mais vous montrez très très bien la joie, les peines et les exaspérations, mais aussi les joies du critique qui découvre un grand livre. J'avoue que le Verbe dans le sang de Castellani et le texte d'Éric Audouard ont été une des grandes joies de l'hiver dernier. Et donc, c'est bon d'être réunis dans cette admiration. Juan Asensio, vous êtes d'origine catalane. Oh non! Basque. Pardon, ne les confondez pas. Non. Vous êtes d'origine basque. Est-ce que c'est le fait d'être basque qui vous rend un peu barre de fer comme ça Aucune idée. Le basque a un tempérament. Ils sont partis sur des navires. Costaud, oui, le basque n'aime pas qu'on lui casse les pieds. Et voilà. Et vous offrir des mauvais livres, c'est vous casser les pieds. Oui, c'est surtout prendre un risque. Merci beaucoup, Juan Asensio. Merci à vous. Chers amis, allez sur le site donc Stalker et vous pouvez aussi suivre Juan sur ses Twitter, sous ses tweets. J'en ai avalé 50 hier et j'ai ri pendant tout le temps de ma lecture. Et vous savez, le rire fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Juan. Merci à vous. Et considérez-vous comme invité dans cette émission quand vous avez un livre à célébrer. Dans cette émission, je descends des livres et des personnages, bien sûr, mais nous ne consacrons pas un grand temps à la descente parce que notre temps est court, nos yeux sont fragiles et donc nous préférons uniquement la célébration parce que c'est comme ça, c'est ma nature. J'aime partager mes trésors. Mais quand vous avez envie de célébrer un trésor, et vous pourrez garder un petit temps pour descendre quelque chose si vous voulez, mais quand vous avez un trésor, s'il vous plaît, venez nous le faire partager. Avec plaisir. Merci, amis de TV Liberté. À très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique artistique, nous avons réinvité Fabrice Ulry. Bonjour, bonjour Fabrice. Vous vous en souvenez peut-être, Fabrice est ce grand pianiste qui est à la fois dans le monde du classique et dans le rock. Et vous avez, comment est-ce qu'on dit? Vous êtes rentré en contact avec un orchestre philharmonique d'Ukraine. Comment ça s'est passé? Voilà, donc c'est l'orchestre de Kharkov, Kharkiv comme on dit en ukrainien. Kharkov, oui. Donc c'est un orchestre philharmonique qui fait des tournées en Europe de l'Ouest. Et donc là, nous serons... 40 musiciens. Voilà, 40 musiciens, voilà. Donc nous serons en tournée au mois d'octobre. Marc Ambareuil, au Théâtre Charcot, le 16 octobre. Suze Larousse, j'adore ce nom, le 18 octobre. Oui, c'est dans la Drôme. Et le Nérac, le 19 octobre. Oui, Suze Larousse est à côté de Bolène, voilà. À côté de Bolène, très très bien. Donc, il y a une date en Belgique et 3 en France. Donc, 3 en France. Qui vont se suivre. Alors, pratiquement. la particularité de ce spectacle, c'est de s'adresser aussi aux enfants, puisque cet orchestre nous offre des ouvertures des opéras célèbres. Voilà, c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans l'après-midi du 18 octobre. Donc, avant le concert de Suze Larousse. Oui. Aussi, puisque vous aimez ce nom. Oui, oui. Il y aura plusieurs animations scolaires et donc cet orchestre initie les enfants à
ce qu'on appelle la grande musique à travers... Et le faire avec, les ouvertures d'opéra, c'est que magique. les enfants connaissent en réalité, qui sont dans la mémoire collective d'une part, et aussi parce que même lorsqu'ils ne sont jamais allés à ce genre de concert, ils ont tous entendu ces musiques, notamment à travers les films de Walt Disney, Fantasia, etc. Là, cher Fabrice, vous êtes plein d'optimisme, ce qui vous caractérise. Mais non, il y a des enfants qui n'ont jamais entendu. Certains n'ont jamais entendu. D'opéra, jamais. Je rencontre des adultes qui n'ont jamais entendu. Mais beaucoup l'ont entendu sans savoir ce que c'est. Mais le propre de ces musiques, de ces ouvertures, c'est d'immédiatement capter la sensibilité des enfants. Tout à fait. Comme des grands. Mais elles captent. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ces petites oreilles sont captées? Alors, c'est très intéressant de les voir parce que il est très rare de voir un parterre d'enfants. Moi, j'ai vu 600 jeunes auditeurs qui, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, étaient fascinés. Et dans leur regard, il y avait une espèce de fascination de la découverte qui s'est perdue dans la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont hyper sollicités par toutes sortes de choses inintéressantes. On leur propose tellement de trucs qui n'ont aucun intérêt qu'on comprend qu'ils prennent la tangente. Mais quand on leur propose quelque chose d'extraordinaire, ils sont là. Voilà, parce que ça requiert tout de même leur attention, mais ça marche. Et cela dit, c'est assez interactif aussi parce que l'orchestre les fait parfois monter sur scène, tenir la baguette, etc. Et puis on leur présente chaque morceau. Voilà. Alors sur le débat de savoir s'ils connaissent déjà ou pas ces airs, ce qui est sûr, c'est que pour la plupart, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre un titre dessus, ils ne connaissent pas l'histoire de cette chanson. Non. Certains peuvent même penser que ça a été piqué à Walt Disney, alors que en fait, Walt Disney n'en a pas la valeur. C'est un peu le contraire. Voilà. Mais ça prouve au moins qu'ils ont entendu ça quelque part, pour certains en tout cas. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas en terrain totalement inconnu. Mais ce qui est formidable, c'est que là, pour une fois, ils voient les musiciens en direct jouer et puis ils savent quel son sort de quel instrument. C'est aussi une initiation à l'instrumentation. Bien sûr, oui. Voilà. Alors, pardon. Et cette tournée, alors ces musiciens ukrainiens donc viennent pour 1 mois, ils se transportent dans un bus, bien sûr, comme tous les musiciens. Et alors, j'ai envie qu'on parle précisément de finances, parce que même si cette année, tous les spectacles sont prévus pratiquement, on va dire, est-ce qu'on dit qu'il y a une date encore d'ouverte ou pas? Il y a une date qui est ouverte. Il y a une date qui est ouverte, c'est le 17 octobre. Oui. Donc, si vous êtes maire de votre village, de votre petite ville, de votre ville, eh bien, pour 1 400 €, ce qui, pour un budget culturel, n'est pas grand-chose, vous pouvez vous offrir cet orchestre philharmonique. On dit symphonique? Philharmonique, oui, parce qu'ils sont plus nombreux encore que symphonique. Plus nombreux. Donc, cet orchestre philharmonique, pour 1 400 €, il faut seulement loger les musiciens voilà. Et alors, le soir. Si en plus vous êtes sur la trajectoire qui est entre le Nord et la Drôme, c'est parfait. Parce que les Ukrainiens n'ont pas beaucoup de sous et qu'il n'est pas question de payer l'hôtel. Ils sont très désireux de jouer aussi. Et ils sont très désireux de jouer et ils ont une générosité et ils sont tout pleins de leur art et ils ne cherchent qu'une chose, c'est partager cet art. Et puis alors, en tournée, j'ai eu l'occasion de les côtoyer, ils sont vraiment très positifs, c'est-à-dire que lorsqu'il y a... ils se posent une question, un souci, ils sont plutôt solution que problème. Ils cherchent à solutionner, y compris si ce n'est pas du domaine de la musique. Vous m'avez raconté que vous en aviez accueilli et que votre maison, la chaudière avait... Oui, il y avait, dans une des chambres d'hôtes où ils étaient accueillis, il y avait une panne de chauffe-eau. Oui. Et alors... au lieu de protester, etc. Ils avaient relevé leurs petites manches. Pour réparer le chauffe-eau. Et vous, Fabrice Ulry, un concert à Paris prochainement? Ah oui, parce que Suze la Roussette, là, prochainement, je ne vais pas pouvoir y aller. Oui, c'est Suze la Rousse. Vous Suze la Rousse. Faites de la poésie maintenant, ça vous inspire ce nom. Oui, alors, prochain concert à Paris, ce sera
au Petit Journal, mon rendez-vous annuel. Au Petit Journal. Alors, vous et c'est savez quand que le Petit Journal Saint-Michel, qui a 50 ans, oui. qui est le temple de la musique Nouvelle-Orléans, Oui. cela dit, moi là-bas je joue de tout, Oui. a été finalement menacé d'être racheté Oui. et transformé en kebab. Mais ça n'a pas été le cas. Ah. La vente a été cassée, donc la programmation repart. Ah. On ne sait pas jusqu'à quand. Mais en tout cas, pour la saison, il semble être sauvé. Donc j'en profite pour l'annoncer parce qu'à la rentrée, tout le monde pensait que le Petit Journal Saint-Michel était vendu, qu'il n'y aurait plus de musique. Donc il faut le dire. Et il faut que les amateurs reviennent. Oui. Oui. Alors c'est 71 boulevard Saint-Michel au pied du Panthéon. Okay. Et donc cet endroit mythique qui a 50 ans de musique repart. Et jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, j'y faisais les derniers lundis du mois. Mais maintenant, je vais y faire les derniers mardis du mois. Dernier mardi. Voilà, oh. pour les 20 prochaines années, j'espère. Et donc, je démarre au mois d'octobre. Donc, je crois que ce sera le 30 octobre. Très bien. Le dernier mardi du mois, donc le 30 octobre. Et là, c'est le 30 octobre. Voilà. Bon, bah, ça fait 2 bonnes nouvelles. Là, j'y serai en solo. Et vous serez en solo. Voilà, en revanche... Et à quelle heure Oui, donc c'est à 21h30. 21h30. Ouais. Eh bien, Fabrice, on va inscrire tout cela sur l'écran. Et ceux qui voudraient découvrir votre grand talent, eh bien, ils tapent sur YouTube, Fabrice Ulrich, ou ils vont sur votre blog. Est-ce qu'on peut lire un tout petit mot du programme des concerts avec le Philharmonique? Oui. Donc, je vous ai dit qu'au Beaux-Arts de Bruxelles, le 8 octobre, nous jouerions le concerto en fa mineur de Chopin avec Elisabeth Sombart au piano. Et puis, moi, au piano... je jouerai mon concerto numéro 3 supersonique, également en fa mineur, et puis la Rhapsodie in Blue. Et il y aura un programme différent à Suze-la-Rousse, puisque là, je jouerai mon concerto numéro 2, qui est davantage blues. Blues, oui. Voilà. Et les improvisations personnelles des œuvres connues. Voilà, oui, voilà. Ça, c'est vous. Oui, voilà. Oui, il y a quelques parties de solo, quelques improvisations sur des standards. Et ça, c'est très, très joli. Alors, vous partez de façon très, très classique. On s'installe dans le morceau que l'on a entendu déjà 20 fois, 30 fois, et tout d'un coup... Ça dégénère. Non, on s'envole, on quitte la partition. Oui, c'est ça. On quitte la partition et on plane. Bon, eh bien voilà, on a presque tout dit. Oui, et puis donc le programme des 2 derniers concerts, Suze-la-Rousse et le Nérac, seront différents. À Suze-la-Rousse, ce sera le concerto numéro 2 et la Rhapsodie in Blue. Et au Nérac, dans l'Aveyron, le 19 octobre, ce sera... de nouveau le concerto numéro 3 supersonique, qui est mon dernier concerto en date. Et puis pour une fois, on ne vante pas un concert qui est à Paris, donc c'est quand même une très bonne chose. Merci. Donc tous dans ces villes qui vous accueillent. Merci Fabrice Ulrich de nous amener comme ça à l'Orchestre Philharmonique de Kharkov. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et au 30 octobre. Oui, au 30 octobre. Au Petit Journal Saint-Michel, au Petit à Paris. Journal, voilà. L'adresse 71 boulevard Saint-Michel. 71. Merci beaucoup. Merci Fabrice Ulrich. À très vite, chers amis de TV Village.